Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui au sujet de la COVID-19, vague 4, soutenir le bien-être émotionnel et la santé mentale des patients et de leurs familles. Je suis patiente partenaire ici à la FCISS et je suis heureuse d'être ici. Et je vous remercie de votre patience car nous avons eu des difficultés techniques inattendues. Mais bon, vous savez que les réseaux sont fort chargés, alors peut-être que ce n'est pas inattendu. Je commence par reconnaître que nous nous reconnaissons sur des territoires ancestraux habités par des peuples autochtones depuis le début des temps. Moi-même, je me trouve à partir du territoire non cédé de la nation Squamish en Colombie-Britannique et je reconnais leur lien historique avec cet endroit. Et personnellement, j'apprécie beaucoup l'occasion de vivre, d'apprendre et de jouer sur leur territoire ancestral. Et donc, j'aimerais prendre un petit moment pour les remercier de m'y accueillir. À la FCSS, nous sommes heureux d'offrir ce webinaire en anglais et en français. Vous pouvez vous servir de la langue officielle de votre choix lorsque vous saisirez vos observations dans la boîte de dialogue. Nous interpréterons vos observations en anglais et en français. Alors, je vais à présent passer en revue le survol de ce webinaire. Nous allons nous concentrer sur les patients et leurs familles. Nous reconnaissons évidemment qu'il y a un impact profond sur la santé mentale des patients et de leurs familles. Or, bien que cela ne relève pas de la portée de cet appel, il est également important de reconnaître que ces problèmes de santé mentale devraient être traités, mais évidemment, c'est difficile de tout couvrir dans la petite heure qui nous est réservée aujourd'hui. Alors, pour l'objectif d'aujourd'hui, nous allons insister sur l'importance continue d'inclure l'expérience vécue dans les cercles de décision. Ça fait longtemps que les patients et leurs familles se battent pour se faire entendre et il ne faut pas perdre ces gains pendant la pandémie. Nous allons aussi aborder le fait que les patients et leurs familles sont fort touchés par l'isolement. Nous allons aussi parler des limites à l'accès aux soins et de l'impact que cela peut avoir sur la santé mentale et le bien-être des patients et de leur famille. Alors, ces choses se produisent maintenant au moment où on se parle et ces effets auront une durée prolongée. Beaucoup de gens vivront de nouveaux traumatismes et d'autres revivront d'anciens traumatismes. Notre conférencière invitée, Yona Lunsky, nous parlera de l'intersection entre la santé mentale et la participation du patient et de sa famille et elle expliquera ce qu'est la 4e vague de la COVID et de ce dont il sera question. Et ensuite, nous passerons à notre discussion avec ce groupe formidable de personnes réunies ici. Ceci nous permettra de produire de nouvelles idées qui nous permettront de trouver de nouvelles solutions ensemble. Alors, passons maintenant à maintenir le point de vue de l'expérience vécue dans les cercles de décision. Je le disais, je suis patiente partenaire à la FCISS, j'ai une expérience vécue. Alors, personnellement, je suis proche aidante d'une personne qui a une maladie rare et je suis moi-même atteinte d'un handicap. Alors, ma perspective est informée par la dernière décennie. C'est-à-dire que
je trouve que la participation du patient et de la famille est de plus en plus prise au sérieux. Cela comprend la participation des patients, des familles, mais surtout l'appel à leur expérience vécue dans la prise de décision. C'est perçu comme un élément important du casse-tête. Cela dit, la pandémie a exigé des modifications rapides et c'est parfaitement compréhensible. Mais donc, il y a maintenant un mur qui s'est érigé entre nous et les praticiens. Alors nous reconnaissons tous à présent, non seulement les patients et leurs familles, mais aussi les décideurs, le grand public, les professionnels de la santé, que nous sommes dans un marathon, non pas un sprint. Et donc il faut parler de moyens par lesquels on pourra renouer avec les principes de la participation du patient et de sa famille et l'importance de cette participation. Alors, j'en reviens à mon expérience personnelle et l'impact de cette pandémie sur moi. Alors, ma famille est atteinte de diverses maladies mentales, de douleurs chroniques. Et très rapidement, nous avons constaté une diminution de notre accès à des soins de santé. Vous savez, notre famille est vulnérable à la COVID-19 et de plus en plus, on s'isole, ce qui nous traumatise énormément sur le plan mental. Et ma famille se trouve de nouveau isolée. Nous avons été aux soins intensifs, même intensifs néonatal, avec mon fils. Nous savons ce que c'est. Que de se sentir menacé par des virus respiratoires, que de vivre dans une situation d'incertitude permanente, de sentir cette angoisse en permanence. Cela nous met dans une dichotomie, c'est-à-dire qu'on se sent mal compris et on se sent esseulé. Alors, cela nous laisse encore plus confus. Enfin, en discutant avec des gens comme moi, et même des gens qui sont beaucoup plus vulnérables que moi, je me dis qu'il est très important d'améliorer la prise de décision. Sur ce, je vais céder la parole à ma co-animatrice, Denise McQuaig, aînée métisse, qui continuera l'introduction et qui parlera de l'importance de son expérience vécue et de son expertise, de l'expertise également des communautés en matière de prise de décision. Yona, à vous. Yona Lunsky, merci Isabelle. Alors, je suis à Kamloops, en Colombie-Britannique, et je suis très heureuse de pouvoir partager mon récit avec vous aujourd'hui. Je suis Denise McQuaig. Mes aïeuls viennent de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Je suis aînée métisse. Je suis formatrice pour la FCISS dans d'autres programmes. Je voulais dire quelques mots sur mes aïeuls, ma mère et ma belle-mère plus précisément. Ma mère est photographiée avec mon père à gauche de l'écran et ma belle-mère se trouve à droite de l'écran. Ma mère est veuve depuis peu. Mon père est décédé en novembre dernier. Et je l'aide depuis la Colombie-Britannique. Elle s'est totalement isolée. Elle ne sort pas chercher des courses. Elle n'a pas quitté son domicile depuis le 16 mars dernier. Conséquemment, son deuil comme nouvelle veuve est beaucoup plus prononcé. Elle avait un groupe qui l'entourait,
qui la rencontrait par exemple les mercredis, les jeudis pour un café. Elle voyait ses parents, et ses enfants plutôt, et ses petits-enfants le week-end. Et donc ces contacts sont disparus. Elle est totalement isolée. Ainsi, la perte de mon père est exacerbée par son isolement. Le pire, c'est que mon père est mort d'une pneumonie qui était une complication d'un AVC. Quand elle entend les patients atteints de COVID-19 dire qu'ils ont du mal à respirer, qu'ils ne rattrapent pas leur souffle, cela la remet dans les derniers jours qu'elle a vécu avec mon père. Ma belle-mère, quant à elle, sa perspective est bien différente. Elle a perdu ses 2 grands-parents qu'elle n'a jamais connus au début des années 20. Ils sont morts de la grippe espagnole. Elle a passé 18 ans de sa vie en pensionnat, sans parents, parce que ses parents l'ont fait adopter à l'âge de 2 ans. Elle a donc été élevée loin de sa culture. À 87 ans, elle trouve toujours toutes les possibilités de quitter son domicile, même si je la supplie de ne pas le faire. Et elle me dit qu'à 87 ans, la mort ne l'effraie pas. Elle estime que le Créateur a des projets pour elle et qu'elle est prête. Elle ne se permet pas de penser de mourir seule. Alors ces 2 personnes âgées ont une expérience vécue de la pandémie. Ça a eu un impact sur leur enfance et leur vie actuelle d'une manière qui ne m'est pas familière à moi. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Ça me fait réfléchir à ma propre expérience vécue. Je suis atteinte du syndrome post-traumatique et du syndrome bipolaire, et donc l'isolement social est une des choses qui m'effraie le plus pour ma maladie, car cela peut rapidement me plonger dans une dépression. Ainsi, comme je suis atteinte d'angoisse associée au syndrome post-traumatique, je pense beaucoup au soutien que je peux donner aux aînés autour de moi. Je pense donc au continuum de la sécurité culturelle. Et d'ailleurs, je remercie ma collègue Kelly Brown-Bell de Terre-Neuve d'avoir créé cette diapositive. La sécurité culturelle, à mon avis, signifie qu'il existe un stress sur le prestataire de santé qui doit examiner ses billets, qui doit examiner sa compréhension de la culture qui se trouve devant lui et de son impact sur l'interaction. Ce qui est également important, c'est de penser aux soins éclairés par les traumatismes. La sécurité culturelle, c'est de faire une introspection, de comprendre à ses biais, alors que les soins éclairés par les traumatismes sont plutôt un examen des traumatismes du patient. Et donc une chose à laquelle je pense, si jamais on me demande d'aider des aînés autour de moi, je me dis qu'il faut le faire à distance, ce qui me crée un peu d'angoisse, car j'ai beaucoup de confiance dans les professionnels de la santé pour ce qui concerne la médecine. Cependant, je suis moins confiante par rapport à leurs compétences en matière spirituelle et culturelle. Ainsi, je sais que en raison de la protection de l'équipement ou le port de l'équipement de protection individuelle, il est un peu difficile d'avoir une bonne communication non verbale. Il est difficile de pouvoir lire dans le visage des professionnels de la santé ce qu'ils pensent. En même temps, je sais que les professionnels de la santé
ont pour devoir de se concentrer sur le problème. C'est ce qui se passe avec nos proches. Ce qui manque, c'est la nuance qu'apporte le proche aidant par rapport à ce qui est important pour ce patient. Ceci peut alimenter l'angoisse du patient. Pour résumer, donc, la santé mentale et spirituelle est une chose qui est prodiguée par la famille, par les proches aidants. La pandémie signifie que c'est très difficile de prodiguer ces soins. Et donc, je me réjouis d'avoir des conversations avec vous à savoir comment, dans ces moments d'incertitude, on pourra assurer cette présence. Alors, je vais à présent céder la parole à Yona Langsky de CAMH qui nous expliquera les vagues de la pandémie. Yona. Bien, bonjour. Excusez-moi, j'étais en sourdine. Je suis Yona, je suis de CAMH, où on pense énormément à la santé mentale pendant cette période de pandémie. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir dire quelques mots sur le concept de la 4e vague. Alors, j'ai pensé qu'il serait peut-être utile de vous expliquer ce qu'est la vague 4. Pourquoi est-ce la vague 4, pas la vague 3, pas la vague 2? Alors, sur cette diapositive, vous voyez quelles sont ces vagues. Voici quelque chose que j'ai vu sur Twitter. Je crois que ça a été affiché le 30 mars par Victor Tseng, où on vous présente visuellement les 4 vagues. Alors, je vais rapidement vous expliquer de quoi il s'agit et vous expliquer pourquoi on parle de la 4e vague. Alors, lorsqu'on parle d'une pandémie, qu'on pense à la COVID, regardez la ligne violet. Alors, la première vague vise à limiter la morbidité, certainement la mortalité chez les personnes atteintes. Mais au même moment, on a la 2e et la 3e vague. La 2e vague est en vert et là, il est question des chirurgies qui doivent normalement se produire et qui ont été reportées ou annulées. Et la 3e vague, ce ne sont plus les soins urgents ou nécessaires, mais les soins pour les maladies chroniques, les soins permanents, que ce soit pour les maladies physiques ou mentales. Alors, vous regardez une image qui est une représentation. Alors, ces chiffres ne sont pas arrêtés. Ce qu'on essaie d'illustrer, c'est le fait qu'on n'a pas seulement une vague, mais qu'il y a toutes sortes de conséquences par la suite. Et si vous regardez la 4e vague, celle-ci commence presque au même moment que la première vague. Et elle continue et elle reste très élevée. Les autres vagues peuvent commencer un peu plus tard, elles connaissent une pointe, puis ensuite elles redescendent. Pour la 4e vague, il s'agit de traumatismes qui commencent très tôt et qui ne diminuent pas avant un bon moment. Alors, comment cela s'insère-t-il dans le concept de la participation du patient et de sa famille? Ce que je voulais dire, c'est que, on a parlé un peu plus tôt du fait que tout le travail qu'on a fait par rapport à la participation a été mis de côté parce qu'on a voulu se protéger contre le virus. Alors, il s'agit de participer maintenant, de parler de la participation du patient et de sa famille au-delà de la première vague, pendant la vague 2, 3 et 4. Et il s'agit aussi pour nous
de traiter tout de suite de ces questions d'entrée de jeu pour éviter que le mur entre les prestataires et les patients, le mur qu'on a érigé pour la pandémie, ne soit permanent. Essentiellement, c'est le moment de se tourner vers les patients et leurs familles, de solliciter leur participation. Je crois que cela nous aidera à déterminer la hauteur de cette ligne rouge et pendant combien de temps elle restera si élevée. Je pense qu'on peut changer le cours de ces vagues, surtout en matière de santé mentale, et non seulement pour le moment, mais pour l'avenir. Alors, j'ai pensé vous donner quelques exemples de choses qui ont changé par rapport à la participation du patient et de la famille et quel impact cela a sur la santé mentale. Et je vais vous expliquer ensuite ce qui n'a pas changé. Et je vais vous parler de certaines choses qu'on pourra faire. La cadence des choses a changé. D'un côté, on ralentit, on interrompt les activités de participation du patient et de sa famille. Mais d'un autre côté, la cadence est accélérée pour autre chose. C'est-à-dire que les activités courantes de participation du patient et de sa famille ont peut-être diminué, mais lorsqu'on leur demande leur impression, leur opinion, on la demande très rapidement. Il faut rapidement l'obtenir. C'est frénétique. Deuxièmement, les plateformes, les structures ont aussi changé. Certains d'entre nous avons d'excellentes relations. On se rencontre en dehors des hôpitaux. On se rencontre à l'intérieur de nos hôpitaux, mais jamais en personne. Et certaines personnes trouvent que c'est utile, que ça permet de réduire le stress associé au déplacement, au stationnement, etc. D'autres personnes trouvent cela extrêmement difficile. Bon, vous vous servez peut-être de WebEx, de Microsoft Teams, de Zoom. Ces plateformes sont toutes différentes. Certains d'entre nous avons l'habitude de ces plateformes. Certaines personnes lisent rapidement, tapent rapidement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors cela peut être très stressant pour quiconque s'intéresse à la participation du patient et de la famille. Le contenu, les sujets prioritaires ont changé. Il a fallu marquer un temps d'arrêt pour certaines choses et l'enjeu émergent le plus important est évidemment le coronavirus. Et enfin, on a un nombre accru de demandes concurrentes. On doit défendre les intérêts de son proche. C'est quelque chose que l'on fait en même temps qu'on équilibre sa nouvelle vie. Le travail dans le secteur de la santé a changé énormément. On a de plus en plus de demandes qu'il faut tenter de hiérarchiser tant bien que mal. Alors, comment la participation des patients et de leur famille n'a-t-elle pas changé? Je veux vous rappeler que, à l'heure actuelle, même si les choses ont changé, la voix du patient et de sa famille est toujours tout à fait primordiale. Sachant que le travail que l'on réalise ensemble est caractérisé par des déséquilibres de pouvoir. Le fait que l'on vive tous la pandémie, cela ne signifie pas que les déséquilibres de pouvoir soient disparus. Ils sont peut-être subtils, mais il faut les garder à l'esprit tandis qu'on pense à la participation. Par exemple, je suis payé, moi, pour faire mon travail. Peut-être que quelqu'un qui participe aux efforts n'est plus rémunéré. Peut-être que cette personne n'a pas la capacité de participer à la même hauteur que moi en raison de cela. La sécurité culturelle et les soins éclairés par les traumatismes ne disparaissent pas non plus. Il faut continuer de travailler dans ce sens. Et enfin, l'établissement et le renforcement des rapports demeurent essentiels. Probablement plus l'établissement que le renforcement parce qu'il faudra, je crois, rétablir des rapports entre nous. Si on l'oublie ou si on présume qu'ils existent parce qu'il existait des rapports dans le passé, eh bien, ce ne sera pas le cas. Ces relations sont fragiles et il faut veiller à ce que ces rapports deviennent plus serrés. La vague 4 est souvent associée
à un autre terme, c'est-à-dire le pivot, la réorientation. On doit sans arrêt se réorienter. Vous savez, on se concentre beaucoup sur la sécurité, mais il faut travailler plus fort à ce que tout le monde se sente en sécurité. Tout le monde doit comprendre qu'on peut aller et venir, qu'on soit clinicien, chercheur, administrateur, qu'on travaille chez soi ou qu'on soit patient ou proche aidant. Il faut savoir au fil de sa participation qu'on fait ce qu'on peut et qu'on peut prendre du recul pour s'occuper de soi-même, pour s'occuper des autres autour de soi. Donc il faut autoriser les gens à aller et venir dans nos projets. Il faut agir rapidement lorsqu'une occasion se présente aussi. Il faut aussi veiller à établir un processus pour hiérarchiser les priorités parce qu'on ne peut pas s'attaquer à tout d'un coup. Il faut bien comprendre le processus d'hiérarchisation. Il faut en avoir une compréhension commune. Il existe beaucoup de conseils et d'étapes à suivre, mais peut-être qu'il faut les adapter. Il faut maintenir ces conseils même lorsqu'on se rencontre à distance. Et enfin, je pense qu'il faut se permettre d'échouer plus vite. On n'a pas de temps pour le moment. Il faut accepter qu'on échoue. On peut échouer dans un espace tant qu'on se sent en sécurité. Il faut se permettre d'échouer, accepter l'échec et avancer. Dans mes dernières secondes, je voulais afficher cette image. Denise McQuaig parlait du fait qu'on se concentre beaucoup sur les problèmes en santé, que ce soit le problème de la COVID ou le problème d'un patient en particulier. Pour nous tous, il est important de se rappeler que nous sommes non seulement un patient qui a un problème à régler, mais qu'il faut apprécier ce qu'il y a autour de soi, comme un coucher de soleil. Il faut reconnaître ce qui est devant nous et toujours penser à l'équilibre. Voici mes coordonnées. Si vous avez un intérêt pour les ressources sur la COVID-19, vous pouvez consulter cette information en suivant le lien. Denise McQuaig. Alors, nous allons passer à nos questions de discussion. La première concerne les changements. Comment les choses ont-elles changé pour les patients et leurs familles, leurs proches aidants depuis le début de la pandémie de COVID-19? Comment les choses ont-elles changé pour votre organisme? Et enfin, comment éliminer les obstacles à l'obtention de soins? Alors, on a permis beaucoup de temps pour la discussion, alors on vous encourage à poser vos questions. Ne vous préoccupez pas si on ne peut pas répondre à votre question aujourd'hui. On affichera les réponses à ces questions ultérieurement et on fera le suivi un peu plus tard. Alors Isabelle, la parole est à vous. Isabelle Jordan, merci Denise. Merci Yona. J'apprécie beaucoup la dernière diapositive que vous avez affichée. Vous dites qu'il faut réfléchir et apprécier son environnement aussi, ne pas simplement se tourner vers les problèmes. Alors, je voulais à présent vous expliquer comment fonctionnera la boîte de clavardage. Alors, nous allons avoir une boîte de clavardage qui s'affichera pour chacune des questions. Et une fois qu'on aura terminé une question, on aura un nouvel écran pour la deuxième. Alors, sachez que lorsque l'information dans la boîte de dialogue est effacée à l'écran, elle ne disparaît pas. On en a fait l'enregistrement. Alors, ne craignez rien. La boîte de dialogue est à l'origine effacée seulement pour qu'on puisse lire l'information en temps réel, qu'elle ne soit pas surchargée. Alors, une fois que notre question sera traitée, on passera à la suivante. Alors, si vous avez des réflexions sur la première question, par exemple, et que celle-ci n'est plus affichée, vous pouvez quand même inscrire vos réflexions. On ne vous limite pas. Alors, première question.
comment les choses ont-elles changé pour les patients, leurs familles, les proches aidants, depuis le début de la pandémie de COVID-19? C'est une question très générale. Bon, évidemment, les choses ont beaucoup changé. Mais globalement, ce qu'on se demande, c'est, étant donné que les choses ont beaucoup changé pour nous, les patients, leur communauté, c'est-à-dire qu'on est plus isolé, on a moins accès aux soins. Bon, je vous ai un peu parlé de mon expérience personnelle avec ma famille. Vous savez, une chose qui s'est produite chez moi personnellement, bon, je dois souvent aller à l'hôpital avec mon fils, et une chose qui s'est produite, c'est qu'il a eu un changement de tension artérielle et pré-COVID, on aurait été direct à l'hôpital. On ne serait pas posé de questions. Mais étant donné qu'on craignait une infection, on a reporté son rendez-vous le plus possible pendant une semaine. Il a fini par aller aux urgences. Et étant donné qu'il a 18 ans, qu'il est adulte, il a dû y aller seul. Et moi, j'ai dû rester dans la voiture. Et ça m'a créé beaucoup d'angoisse. Le fait que je ne puisse pas l'accompagner, que je doive le laisser seul aller aux urgences. Alors, dans le contexte de ces changements, de l'accès aux soins, les règles sur l'accompagnement, toutes ces choses ont changé. Et donc, est-ce que les besoins des patients et de leur famille sont reconnus? Et quelles ressources avons-nous actuellement mises à leur disposition? Alors, c'est la question générale. Vous pouvez inscrire vos réflexions dans la boîte de dialogue. Je vois que on parle du fait que les voies de communication ont changé. Oui, c'est vrai. La communication, c'est très important. La communication avec les gens a effectivement beaucoup changé. Je peux penser à mon cercle d'amis, à moi, par exemple. J'ai une amie, par exemple, dont la grand-mère, ou une grande-tante plutôt, voulait passer du temps avec son mari qui était à l'hôpital. Eh bien, on s'est servi de FaceTime pour qu'ils puissent se parler. Je ne sais pas si vous voulez lire ce qui se passe dans la boîte de dialogue, Denise. Denise McQuaid. Oui, je vois une excellente conversation par rapport à certaines choses qui ont changé. On nous dit que l'hôpital local a fait certains tests de dépistage, certains soins qu'il n'offrait pas dans le passé. D'autres ont indiqué que la possibilité d'avoir des consultations au téléphone avec son médecin était un résultat intéressant de la situation actuelle. Et donc, je pense que les patients, les proches aidants ont demandé dans le passé à l'utilisation de ce genre de technologie et que dans le passé, ça a été problématique. Alors maintenant qu'on a fait ces progrès, il faudra trouver un moyen de maintenir ces progrès pour que l'on puisse tirer quelques enseignements positifs de cette situation difficile, qu'on ne revienne pas forcément à la situation antérieure. Isabelle Jordan, c'est une excellente observation. Vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes. Bon, je sais que on parle de l'impact sur la santé mentale. Je pense à mon fils qui devait attendre très longtemps avant de voir des spécialistes. Maintenant, on peut le faire au téléphone en raison de la COVID-19. Ce qui a un impact positif sur nous et surtout sur la santé mentale de mon fils. Il peut maintenant rencontrer des spécialistes virtuellement. Ça, c'est un changement que je dirais très positif. À long terme, ce sera avantageux pour lui. Ce qui est bien. Iona, il y a une question ici qui s'adresse à vous, je crois. Je crois que c'est de l'Agence de santé publique.
Post-COVID, on ne dira plus que le changement se fait lentement dans le système de soins de santé parce que rapidement, on a dû apporter des changements dans le système de soins de santé en raison de la crise. Iona, oui, écoutez, ce qu'on voit, c'est justement la possibilité de contester ces a priori. On peut dire non, en fait, les changements se sont produits rapidement au moment de la crise. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourra citer en exemple pour montrer à quel point on peut changer rapidement lorsqu'on a la volonté de le faire. Isabelle Jordan, oui, c'est une excellente observation. On a une question sur la participation de la famille. On dit que la participation du patient et de la famille est inexistante dans les soins de longue durée. Pourtant, les militaires ont pu pénétrer dans les établissements de soins de longue durée. Je pense que après la crise, beaucoup de personnes s'interrogeront sur l'expérience du personnel hospitalier en l'absence de la présence de la famille. Je pense que le personnel hospitalier reconnaît à présent l'importance du partenariat de la famille. Je pense que ce sera important de mettre en exergue l'apport de la famille qui permet de contribuer à une solution idéale pour le patient. Denise McQuaid, oui. Par ailleurs, une chose que je trouve très frustrante, c'est à quel point on se concentre sur la COVID-19 et sur les traumatismes potentiels que l'on crée parce que d'autres soins de santé ne sont pas disponibles. Par exemple, les patients en oncologie qui ne peuvent pas avoir de chirurgie pour enlever des tumeurs, d'autres qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas avoir accès à des soins. Et donc, une statistique que j'ai entendue récemment, en Colombie-Britannique, nous avons un peu plus de 100 décès associés à la COVID-19, mais depuis le 16 février, le Center for Disease Control a déclaré 946 décès associés à la crise des opioïdes, qui est une pandémie en soi. J'ai l'impression qu'on a perdu de vue les autres choses importantes auxquelles il faut s'attacher. Alors je pense que cela nous permet peut-être de passer à la deuxième question. Isabelle Jordan. Avant de passer à la deuxième question, j'aimerais parler des traumatismes de santé mentale. Mon handicap me donne beaucoup de douleurs chroniques. Ce qui a un effet sur ma santé mentale, bien évidemment. Et ce n'est pas seulement mon cas, c'est le cas d'autres personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Je n'ai plus de thérapie manuelle depuis des semaines. Je n'ai jamais été aussi longtemps sans thérapie manuelle. En 19 ans, je n'ai jamais été si longtemps sans avoir de traitement. Et donc, ça a un impact important sur ma douleur et donc sur ma santé mentale. Et vous savez, j'ai une vie vraiment privilégiée. En même temps, il y a beaucoup de gens qui ont des situations bien pires que la mienne. Alors, des décisions sont prises rapidement, et bon, c'est compréhensif, mais je pense qu'il faut les examiner sur le long terme
sous l'angle du patient et de sa famille. Bon, je passe à la prochaine question. Comment votre organisme s'engage-t-il auprès des patients et de leurs proches pour réduire l'impact potentiel de la 4e vague de la pandémie de COVID-19? Ce qu'on cherche à savoir, c'est comment les patients, familles, proches aidants se mobilisent et de quel soutien ont-ils besoin à la lumière de cette pandémie de COVID-19. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce qui devrait se passer maintenant? Denise McQuaid, je constate une observation importante d'Aiden qui disait on devrait peut-être envisager de créer un comité de patients, de proches et de proches aidants qui permettrait de prioriser ce qui devrait être abordé pour qu'on ait une issue positive. Alors merci Eden de cette suggestion, j'aime beaucoup cette idée. Je sais que ce ne sont pas toutes les provinces qui ont un réseau de voix des patients, mais c'est notre cas ici en Colombie-Britannique. Alors ce serait intéressant de voir comment on pourrait se mobiliser partout au Canada pour faire entendre la voix des patients et de leurs proches. Yona Linsky. Beth parlait de ce que font certains organismes dans ce contexte. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe du côté des organismes, du côté des patients, des familles, d'avoir des exemples de ces personnes qui s'intéressent à la participation, comment l'alimenter. Ce serait intéressant de voir si on ne peut pas, par exemple, tirer des pratiques exemplaires et les répercuter ailleurs sur le Canada. Nous avons, par exemple, des rencontres virtuelles ici à CAMH qui comprennent des patients et des proches. Et on leur demande comment ils se sentent. Et là, de nouveau, on permet aux patients et aux proches de participer s'ils le souhaitent et de ne pas participer s'ils ne se sentent pas bien, s'ils n'en ont pas envie. Alors, il y a certainement des pratiques exemplaires comme celle-là qui sont partout au Canada. Isabelle Jordan, je vois une observation ici concernant une stratégie de partenariat. Il faut veiller à ce que la famille puisse toujours contribuer aux soins de son proche. À mon avis, c'est vraiment fondamental. Ce serait très important de recueillir, de colliger cette information, à savoir qu'est-ce qui se fait, non seulement au Canada, mais dans d'autres instances aussi. Y a-t-il des pratiques exemplaires émergentes où on permet la participation de la famille, de sorte que l'on puisse préparer des arguments pour l'avenir. Alors, je vois d'autres observations. Bon, c'est vrai qu'il nous arrive à toute allure. On essaie de les lire du mieux qu'on peut. Denise McQuaig. Oui, il y a Cheryl qui parle de visites virtuelles et du fait qu'on envoie des courriels à la famille de résidents d'établissements de soins de longue durée pour leur dire comment va le patient, ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est un bon moyen de maintenir une certaine participation de la famille. C'est ce qui permet d'établir ce lien qui est difficile à maintenir lorsqu'on ne peut pas être au chevet de son proche. Alors, merci d'avoir parlé de cela, Cheryl. Isabelle Jordan, oui, absolument. C'est très bien d'inclure, de partager le quotidien, si on veut, pas seulement de parler de maladie, enfin de parler du quotidien, des choses positives aussi des résidents. De se demander, par exemple, bon, qu'est-ce qu'on dirait si on était sur place? Qu'est-ce qu'on aurait envie de savoir? Vous savez, il faut demander aux familles ce qu'elles veulent entendre. Il faut leur poser la question, autrement on ne peut pas
ne peut pas deviner ce que cherchent les familles. Denise McQuaid, je vois que Amy en Ontario nous dit qu'elle a créé que son organisme a créé une table des patients et proches ressources dans le cadre de la réponse à la COVID-19, de sorte que l'on puisse maintenir le point de vue des patients et de leurs familles dans la crise actuelle. Et je vois que Chénine aussi propose un soutien entre pairs. Ayant moi-même une expérience vécue de syndrome post-traumatisme et du syndrome post-traumatique et bipolaire, c'est vraiment très important d'être entouré et je suis tout à fait d'accord avec ce soutien entre pairs. Je trouve que c'est une excellente idée. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette entraide. Yona Lunsky. Oui, vous savez, ça n'a pas besoin d'être extravagant. Un petit courriel entre pairs. Juste savoir qu'on pense à vous, qu'on est valorisé, ça peut être suffisant. Denise McQuaid, oui, tout à fait. Isabelle Jourdan, oui. Alors de nouveau, je le répète, il faut poser la question. Ça me rappelle un projet auquel j'ai travaillé où un chercheur s'intéressait à la génétique, nous envoyait un courriel très très long par rapport à ce qu'il cherchait, etc., sans nous demander à nous ce que l'on cherchait de notre interaction avec la recherche. Bon, écoutez, je vois le temps filer, alors je pense qu'il faudra passer à la dernière question. Denise, voulez-vous la lire? Denise McQuaid, oui, très bien. Alors, nous y voilà, la dernière question. Plus que jamais, les patients et leurs proches peuvent être victimes de traumatismes et d'obstacles à l'obtention de soins. Alors la question est de savoir comment changer ce que nous faisons en matière de participation pour faire entendre leur voix et aussi comment baisser les obstacles pour entendre des voix diversifiées et garantir une participation sécuritaire. Alors, je vois qu'on répond déjà dans la boîte de dialogue. Une chose qui me frappe, c'est on se sert de rencontres de jardinage et de discussions de jardinage pour réduire le stress. On s'envoie des photos de nos jardins. Ah, ça, j'adore! Ça, c'est vraiment innovant et je trouve ça formidable. Alors, merci d'avoir partagé cette information. C'est vraiment singulier. Comme femme autochtone, je vous dirais que tout ce qui me rapproche de la terre est positif. Alors j'apprécie beaucoup cette observation. En ce qui me concerne, il ne s'agit pas forcément de changer la manière dont on participe. Peut-être qu'il faut tout simplement renouer avec la participation, recommencer à participer et se donner le temps et la place pour le faire. J'ai un beau-frère qui travaille à Kamloops dans le système de soins de santé et il a dit que pour la toute première fois de sa carrière, étant donné qu'on a dégagé l'hôpital pour se préparer à l'afflux de patients atteints de COVID, étant donné qu'ils n'ont pas eu les patients auxquels ils s'attendaient, les choses ont ralenti pour la toute première fois. Ainsi, cela présente une occasion de se renseigner sur les soins éclairés par les traumatismes, d'investiguer les compétences culturelles, de consulter les patients et leurs proches de manière virtuelle, évidemment, mais de leur donner l'occasion de se faire entendre. Je pense qu'on peut faire beaucoup pour éliminer les obstacles à cette période dans le système de soins de santé lui-même et peut-être qu'on peut dialoguer par des moyens qui nous étaient impossibles dans le passé. Isabelle Jourdan. Il s'agit de prendre le temps de faire le travail nécessaire pour comprendre les écarts et comprendre que
notre façon de communiquer peut créer des obstacles comme éliminer des obstacles. Il s'agit d'examiner qui on inclut et qui on exclut à chaque fois qu'on conçoit une nouvelle méthode de communication. On peut se servir de technologie pour mobiliser les patients, mais cela signifie qu'on exclura nécessairement certaines personnes. Donc, il faut effectivement se pencher sur les divers moyens par lesquels on peut mobiliser un plus vaste nombre de personnes. Yona Lansky, vous savez, même avec la technologie, on peut parfois s'intégrer. Par exemple, si on a quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur, ou alors que quelqu'un ne sait pas comment facilement composer le téléphone, on appelle nous le téléphone. Ou alors, parfois, on a une rencontre après notre rencontre officielle. Ah, j'ai vu une question s'afficher sur les moyens par lesquels on mobilise les organisations qui marquent un temps de pause. Alors, ce que j'entends de la part de tout le monde, c'est précisément qu'on doit faire des webinaires comme ceux-ci. Parce que l'impact de l'absence de la participation du patient et de sa famille sera peut-être beaucoup plus important sur le long terme si on ne se penche pas sur la question tout de suite. Il est important d'avoir des rencontres comme celle-ci et de prêcher par l'exemple, de montrer qu'on doit mobiliser les patients, que leur participation est fondamentale. Isabelle Jourdan, j'apprécie aussi le fait que les gens disent que pour eux, participer signifie participer en permanence, qu'ils ne se sentent pas libres d'aller et de venir. Je pense qu'il est important d'être souple en tout temps lorsqu'il est question de participation des patients et de leur famille. Alors cela doit effectivement faire partie du genre de travail que l'on fait en matière de participation. Pour tout type de patient, tout type de maladie, c'est ce qui nous permet de garantir que les patients se sentiront confiants de participer. Bon, alors je vois que le temps file. Je crois qu'on devra malheureusement conclure. On est presque arrivé à 1 heure. Alors, dans les quelques moments qu'il nous reste, je souhaite vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à ma co-animatrice Denise McQuaig. Quelle joie que de travailler avec elle. Je suis tellement reconnaissante de votre participation. Et Yona Lansky d'avoir été une invitée si informative. Et aussi, merci à vous tous d'avoir participé. Merci à nos productrices, Kelly, Sheena, ainsi que Isabelle qui nous a aidés avec la boîte de dialogue. Merci à l'équipe de participation du patient et de sa famille, Jessie, Haley. Et merci à vous tous de vos réflexions. Nous allons afficher cette information ainsi que des ressources ultérieurement. Et si vous avez le temps, veuillez répondre à ces quelques questions qui nous permettent d'améliorer nos webinaires. Alors, si vous avez le temps, veuillez répondre à ces quelques questions. Vos observations nous sont très précieuses. Alors, la première question, dans l'ensemble, je suis satisfait de ma participation au webinaire. Question 2, je pourrais appliquer ce que j'ai appris au cours de ce webinaire dans le contexte de mon travail, ou si vous êtes patient partenaire, dans le cadre de votre travail de patient partenaire. Et ensuite, la question 3, avez-vous d'autres commentaires ou d'autres suggestions? Sur ce, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Passez une excellente journée et surtout, restez en santé.